Je m'appelle Morin, une mère célibataire de 38 ans. Le vent glacial d'Aspen n'était rien comparé à la cruauté qui se tenait juste sur le porche en bois de notre chalet familial. Ma fille de 10 ans était assise sur le sol couvert de glace. Sa main gauche agrippant désespérément son épaule droite. Son bras pendait selon un angle contre nature et son visage était pâle à cause de la douleur physique atroce. Mon père se tenait, imposant, au-dessus d'elle. Il ignorait complètement le bras enflé et disloqué de sa petite fille. Au lieu d'appeler à l'aide, il pointa un doigt raide droit vers son visage et cria. « Tu vas t'excuser auprès de ton cousin tout de suite. » hurla-t-il. Ma petite fille grimaça, utilisant le peu de souffle faible qui lui restait pour se défendre. « Pourquoi le ferais-je ? C'est lui qui m'a poussé, provoquant la dislocation de mon bras. Dans cette famille, mon petit-fils a le droit de faire ce qu'il veut. Mon père déclara fermement devant tout le monde, brisant tout espoir restant de justice. La limite absolue de la patience d'une mère fut officiellement atteinte. J'avais passé des années à payer les factures et à maintenir la paix. Mais voir un homme adulte exiger des excuses d'un enfant blessé, c'en était trop. J'avançai, donnai un coup de pied dans le support à ski qui se trouvait sur mon chemin. Et décidai d'écraser son orgueil arrogant juste là, devant toute la famille. Bienvenue de nouveau dans le mode vengeance. Si vous croyez que les liens de sang ne sont pas un laissez-passer gratuit pour la cruauté et que protéger votre enfant est toujours plus important que de maintenir une paix toxique, appuyez sur le bouton s'abonner. Restez pour entendre exactement comment j'ai dépouillé leur pouvoir et leur ai fait payer chaque larme. La cruauté sur le porche ce jour-là n'était pas une explosion soudaine. C'était le résultat d'années de silence complice au sein même de cette famille. En tant que mère célibataire, mon objectif principal a toujours été d'offrir un environnement stable et aimant à ma fille. Je travaillais des heures extrêmement longues pour assurer notre indépendance totale. Cependant, je portais aussi volontairement un lourd fardeau financier pour mon père. Je payais régulièrement ses primes d'assurance santé mensuelles coûteuses. Je couvrais ses factures de chauffage hivernal et ses taxes foncières sans jamais demander un seul centime en retour. Je justifiais ces lourdes dépenses parce que je voulais désespérément maintenir un lien fort. Je voulais que Peyton connaisse la présence d'une grande famille élargie. Je me convainquais que racheter la paix était le meilleur moyen de lui offrir la structure familiale solide qui lui manquait. Peyton a toujours été une enfant de 10 ans douce, calme et bien élevée. Elle suit les règles, parle poliment et fait de son mieux pour éviter les conflits. Malheureusement, sa nature douce en faisait la cible parfaite pour mon neveu de 14 ans, Bryce. Son harcèlement n'était jamais une série d'accidents isolés. C'était une campagne quotidienne calculée de harcèlement. Bryce s'en prenait régulièrement à elle lorsque les autres adultes étaient distraits. Il lui arrachait ses fournitures artistiques préférées et cassait intentionnellement ses crayons. Il la coinçait dans les couloirs étroits et lui poussait les épaules assez fort pour la faire tituber en arrière. Le tourment psychologique était encore pire. Il utilisait constamment des remarques grossières et méchantes pour se moquer malicieusement du fait qu'elle n'avait pas de père vivant avec nous. Chaque fois que je surprenais Bryce en flagrant délit et que je le confrontais, mon frère Nelson intervenait immédiatement pour protéger son fils de toute conséquence. Nelson refusait absolument de tenir son garçon responsable de quelque méfait que ce soit. Au lieu de corriger le comportement agressif, Nelson rejetait entièrement la faute sur ma fille. « Tu réagis toujours de façon excessive », me dit Nelson lors d'une de nos discussions houleuses. « Les garçons jouent juste un peu durement. C'est tout à fait normal. Dis à ta fille de se durcir un peu et d'arrêter d'être une pleurnicheuse pour chaque petite chose. » Il validait la cruauté de son fils en la qualifiant de comportement normal, privant Peyton de son droit de se sentir en sécurité en notre présence. La situation empirait parce que mon père renforçait activement cette dynamique toxique. Son favoritisme flagrant était impossible à ignorer. Il idolâtrait Bryce, le traitant comme un enfant doré intouchable en raison de sa taille physique et de ses réussites sportives.
Il louait constamment Bryce à table, se référant fièrement à lui comme l'avenir de cette famille. À l'inverse, son attitude envers Peyton était définie par une indifférence froide et des critiques fréquentes. Il considérait son comportement calme comme une faiblesse pathétique. À plusieurs reprises, je l'ai entendu la désigner simplement comme la fille sans père. Une étiquette qu'il utilisait pour diminuer délibérément sa valeur. Il rendait parfaitement clair qu'un petit-fils fort valait nettement plus qu'une petite fille. Tranquille. Malgré le fait d'avoir été témoin de ces problèmes profondément enracinés pendant des années. J'ai commis une erreur de jugement massive. J'ai dépensé des milliers de dollars de mes propres économies pour louer le chalet de Luxo, Colorado. J'espérais sincèrement qu'une vacance de Noël partagée dans un beau cadre nouveau pourrait adoucir leurs attitudes amères. Je voulais créer un souvenir de fête positif. La veille de notre départ, Peyton était assise sur son lit et m'a regardé avec une innocence absolue. « Est-ce que grand-père m'aime vraiment ?» demanda-t-elle tout bas. Cette question m'a brisé le cœur. Au lieu de la protéger de la dure vérité, j'ai stupidement voulu donner à mon père une dernière occasion de prouver son affection. J'ai payé le voyage pour lui donner une chance d'être un vrai grand-père. Complètement inconsciente que j'emmenais ma fille tout droit dans un cauchemar violent. À 15 heures, le jour de Noël. Le calme serein de la montagne enneigée fut brusquement brisé par un cri aigu et perçant provenant du porche avant en bois. Le son traversa les murs du chalet, portant un niveau de terreur pure qui gela instantanément le sang dans mes veines. Je lâchai la tasse de café que j'avais en main et courus vers la lourde porte en chêne. En sortant dans l'air glacial, j'ai assisté aux conséquences immédiates d'une agression physique brutale. Bryce venait juste de ramener son coude en arrière, son poids se déplaçant après avoir donné une poussée massive et délibérée. Peyton avait été projeté violemment en arrière. Son petit corps s'écrasa lourdement contre les planches de bois solides couvertes de glace. Elle gisait là, haletant, le visage contorsionné par une agonie absolue, se recroquevillant instinctivement sur son côté droit. Bryce se tenait au-dessus d'elle avec un sourire satisfait et arrogant. Il changea confortablement de position, ne montrant aucun remords pour la violence qu'il venait d'infliger à une fille de 4 ans sa cadette. Mon père se tenait à moins de 1,5 mètre. Il avait une vue claire et non obstruée de tout l'incident du début à la fin. Il avait vu l'intention malveillante dans les yeux de son petit-fils et l'impact dévastateur sur la glace dure. Pourtant, il croisa simplement les bras sur son épais manteau d'hiver et haussa les épaules, traitant l'attaque brutale comme un léger désagrément perturbant sa détente de l'après-midi. Les garçons jouent durement, Peyton. Lève-toi et arrête de pleurer, ordonna papa d'un ton froid et impitoyable. Il regarda sa forme frissonnante, complètement dénuée de toute préoccupation grand-paternelle, et ajouta: « Tu dois t'excuser auprès de Bryce tout de suite pour t'être mise sur son chemin et avoir gâché l'ambiance. » Une vague d'adrénaline protectrice inonda mes veines. Sans une seule seconde d'hésitation, je me jetai sur le porche gelé et m'agenouillai à côté de ma fille. J'enlaçai fermement le corps tremblant de Peyton, la protégeant du vent mordant et de leurs regards hostiles. J'examinai soigneusement son épaule droite. L'articulation gonflait déjà visiblement sous son pull tricoté, ressortant selon un angle alarmant et contre nature qui indiquait une dislocation sévère. Elle poussait un gémissement sans souffle chaque fois que l'air froid caressait sa peau. Je gardai les mains extrêmement stables, m'assurant de ne pas bouger son bras et de ne causer aucun dommage supplémentaire à la zone gravement blessée. Voyant ma réaction protectrice, papa fronça les sourcils avec une profonde irritation. Il poussa un gros soupir de frustration et s'approcha, tendant ses grandes mains avec la claire intention de tirer Peyton par son bras blessé pour la forcer à se lever. J'ai réagi purement par instinct maternel. J'ai immédiatement tendu mon bras gauche droit devant moi, verrouillant mon coude pour créer une barrière physique rigide et impénétrable entre ses mains agressive et le corps brisé de ma fille. Personne ne touche ma fille. Si quelqu'un fait un autre pas, j'appelle la police immédiatement.
J'ai grincé des dents. Maintenant un regard féroce et inébranlable directement dans les yeux de mon père. Le grand bruit attira Nelson hors du chalet. Il se précipita sur le porche. Jeta un coup d'œil rapide à la scène avant de défendre immédiatement les actions de son fils. Nelson pointa un doigt furieux vers mon visage, menaçant bruyamment de me couper de la famille pour toujours si j'osais gâcher leur parfaite vacances avec mon réaction excessive et dramatique. J'ai complètement ignoré ces menaces pathétiques et vides. Je n'ai pas gaspillé mon souffle à argumenter avec des hommes lâches qui défendaient constamment la violence contre un enfant sans défense. J'ai gardé mon bras gauche levé défensivement. De ma main droite, j'ai plongé dans la poche de mon manteau d'hiver lourd. Sorti mon téléphone portable et composé immédiatement le 911 pour demander une ambulance d'urgence. Directement à notre emplacement. À 19h. L'odeur clinique âcre des antiseptiques frappa mes sens dès que nous sommes entrés dans les urgences centrales du Colorado, se mêlant parfaitement au silence froid et stérile des couloirs de l'hôpital. Le hurlement chaotique des sirènes de l'ambulance s'était estompé, remplacé par le bip rythmique et terrifiant des moniteurs médicaux. Le médecin traitant s'est déplacé rapidement, examinant le gonflement sévère sous le pull déchiré de Peyton. Il a examiné les radiographies rapides et a confirmé d'un air sombre mes pires craintes. Peyton avait subi une dislocation traumatique sévère de l'épaule causée par un impact physique massif à haute vitesse. L'os avait été complètement forcé hors de son emboîture, causant des dommages importants aux ligaments et aux tissus mous environnants. Le médecin a expliqué fermement qu'il devait effectuer une procédure de réduction fermée immédiate dans la salle de traumatologie pour forcer manuellement l'articulation dans sa position anatomique correcte. Ma meilleure amie Sarah a traversé en courant les portes automatiques coulissantes du service des urgences juste au moment où les infirmières commençaient à brancher les lignes intraveineuses de Peyton. Je l'avais appelée dans une panique aveugle pendant le trajet frénétique en descendant de la montagne. Elle n'a pas perdu une seule seconde à poser des questions inutiles. Elle est immédiatement intervenue pour gérer le chaos administratif. Sarah a calmement pris mon pièce d'identité, s'est occupée des formalités d'assurance complexes au comptoir et a signé tous les formulaires de consentement préliminaire. Elle a aussi garé sa voiture sur le parking, m'assurant qu'elle nous ramènerait en sécurité en bas de la montagne. Ces actions décisives ont fourni exactement l'ancre de stabilité dont j'avais désespérément besoin, me permettant de m'asseoir près du lit et de me concentrer entièrement sur le fait de tenir ma fille. Terrifié, je me suis assise sur le bord du matelas d'hôpital rigide, enlaçant doucement le côté non blessé de Peyton tandis que les puissants médicaments contre la douleur commençaient lentement à faire effet. La procédure physique était atroce, mais le barrage émotionnel se brisait enfin. Au milieu de ses sanglots étouffés et agonisants, Peyton m'a regardé et a fait un aveu dévastateur. Elle a admis que la poussée violente sur le porche en bois n'était pas un acte d'agression aléatoire et isolé. C'était l'exécution brutale d'une menace avec laquelle elle vivait depuis des mois. Il a dit qu'il me casserait le bras si j'osais te parler du fait qu'il déchirait mes cahiers. Peyton tremblait violemment, de lourdes larmes coulant sans relâche sur son visage pâle et épuisé. Entendre ces mots exacts a complètement glacé mon sang. La réalisation nauséabonde de ce que ma petite fille avait enduré en silence m'a déchiré la poitrine. J'ai rapproché son petit corps tremblant, reposant doucement mon menton sur le dessus de sa tête. Tu n'as plus à avoir peur de lui. J'ai déclaré avec une certitude absolue et inébranlable, verrouillant mes yeux sur les siens pour qu'elle puisse y voir la vérité. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Je te promets que cela se termine ce soir. Quelques minutes plus tard, après que les infirmières eurent stabilisé son bras dans une écharpe médicale lourde et que Peyton fut enfin tombé dans un sommeil profond sous médicaments, je suis sorti dans le couloir calme. J'ai sorti mon téléphone portable de la poche de mon manteau d'hiver. L'écran était complètement inondé de dizaines de messages textes non lus de Nelson. Chaque message était un torrent toxique de reproches. Ils m'accusaient d'avoir délibérément gâché leurs vacances,
de réagir de façon excessive à un accident enfantin inoffensif, et d'avoir humilié publiquement notre père en faisant intervenir les secours. En lisant ces mots lâches et délirants, un changement profond et permanent s'est produit dans mon esprit. Mes années d'endurance désespérée et d'apaisement financier n'avaient pas protégé ma fille. Elles avaient activement financé et permis ses agresseurs. Debout dans ce couloir d'hôpital glacial, j'ai décidé que mon silence était définitivement terminé. À 8 heures le lendemain matin, j'étais assise seule devant l'écran lumineux de mon ordinateur portable avec une tasse amère de café noir. Le temps des pleurs et des arguments vides était révolu. Mon esprit était incroyablement aiguisé, poussé par un instinct maternel féroce pour protéger ma fille. J'étais entièrement concentré sur l'établissement d'un système irréfutable de preuves numériques contre les personnes qui avaient blessé mon enfant. Parce que j'étais la seule titulaire principale du compte qui avait payé et signé le contrat de location du chalet de vacances. J'avais un accès légal complet au système de sécurité extérieure de la propriété. Je me suis connecté au portail cloud de l'hôte. J'ai navigué jusqu'à l'horodatage exact de l'incident et j'ai téléchargé le fichier vidéo hôte. Résolution directement sur mon disque dur. J'ai fait 3 copies de sauvegarde séparées du fichier, les enregistrant sur des disques externes pour m'assurer que les preuves ne puissent jamais être accidentellement perdues ou corrompues. Regarder les images nettes et indéniables sur un écran plus grand était profondément troublant. Mais cela fournissait exactement ce dont j'avais besoin. La caméra avait capturé tout avec une clarté absolue. Elle montrait Bryce baissant intentionnellement son épaule et projetant son poids avec force contre Peyton. Il n'y avait aucun accident, aucun glissement sur la glace, et aucune ambiguïté. C'était un coup calculé et malveillant, suivi immédiatement de son sourire arrogant tandis qu'il la regardait souffrir. J'ai immédiatement compilé les fichiers vidéo numériques ainsi que les rapports médicaux complets des urgences et le diagnostic officiel du médecin dans un dossier chiffré. J'ai transmis l'ensemble du dossier à mon avocat, Monsieur Davis, lui demandant de préparer l'affaire juridique la plus étanche possible. Je lui ai explicitement dit que je ne voulais poursuivre aucune forme de médiation familiale ni accepter aucune excuse forcée. Je voulais que la loi les traite exactement comme elle traiterait n'importe quels autres individus dangereux. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Davis, et il avait une nouvelle inattendue et très précieuse. Pendant qu'il menait des enquêtes préliminaires pour construire notre plainte civile, une source complètement indépendante s'était présentée. Un autre parent de l'école secondaire de Bryce avait entendu des rumeurs sur l'appel à la police pendant les vacances par le bouche-à-oreille local et avait contacté proactivement. Ce parent était plus que disposé à servir de témoin de moralité formelle pour nous, fortement motivé par le fait que son propre fils avait précédemment été victime de l'agression non provoquée de Bryce. Avec ces images vidéo d'une clarté cristalline et un témoin indépendant volontaire, nous avons des motifs incroyablement solides pour impliquer le service de police local et déposer une plainte civile substantielle, a déclaré Monsieur Davis professionnellement au téléphone. Procéder à chaque procédure légale disponible. Je veux qu'il paie cher pour chaque facture médicale que ma fille a dû endurer. J'ai répondu avec une froideur glaciale absolue. Monsieur Davis a ensuite partagé les détails troublants fournis par le nouveau témoin. L'information a complètement brisé l'illusion soigneusement construite de mon neveu comme un athlète étoile parfait et discipliné, selon l'autre parent. Bryce avait un historique documenté de graves problèmes de comportement à l'école que mon frère avait désespérément tenté de cacher. Plus tôt cette année-là, Bryce avait coincé un camarade plus petit dans les vestiaires et l'avait battu physiquement. Le conseil scolaire avait émis un avertissement formel et suspendu ensuite Bryce pour une semaine complète. Cependant, Nelson était intervenu agressivement. Il avait engagé des avocats coûteux pour intimider l'administration et utiliser ses ressources financières personnelles pour régler discrètement l'affaire avec la famille de la victime. Il avait essentiellement utilisé son chéquier pour couvrir les tendances violentes de son fils, permettant au garçon de conserver sa place intacte dans l'équipe sportive sans jamais faire face à
Une véritable responsabilité. Apprendre cette vérité cachée à tout valider. Bryce n'était pas juste un garçon rude. C'était un intimidateur protégé, et Nelson était le facilitateur. À 9 h le lundi suivant. J'ai exécuté une purge financière impitoyable conçue pour inverser définitivement les dynamiques de pouvoir enraciné au sein de ma famille toxique. Pendant de nombreuses années. Malgré le fait d'être soumise à un manque de respect constant et à une injustice flagrante. J'avais silencieusement joué le rôle de la pourvoyeuse financière fiable. Je portais volontairement le lourd fardeau non apprécié des frais de vie de mon père. Je payais consciencieusement ses primes d'assurance santé complète, ses taxes foncières et diverses factures auxiliaires. J'avais sacrifié mes propres économies durement gagnées pour m'assurer que papa puisse vivre une vie confortable et sans stress avec sa maigre pension de retraite. J'avais stupidement cru que ma générosité financière constante finirait par gagner son respect et, par extension, assurer un environnement sûr pour ma fille. J'ai enfin compris que mon argent ne faisait que subventionner sa capacité à nous maltraiter sans faire face à de véritables conséquences dans le monde réel. Assise à mon îlot de cuisine, j'ai ouvert mon portail bancaire en ligne sécurisé. L'interface numérique s'est chargée rapidement à l'écran, affichant les divers comptes et profils d'utilisateurs autorisés que j'avais maintenus pendant des années. Ma première action délibérée a été de sélectionner la carte de crédit supplémentaire émise au nom de mon père. D'un simple clic satisfaisant de la souris. J'ai verrouillé définitivement la carte et révoqué officiellement son statut d'utilisateur autorisé. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai navigué méticuleusement dans l'onglet des transactions programmées. J'ai annulé agressivement chaque transfert mensuel automatique mis en place pour ces services publics, son forfait câble premium et sa couverture de prescriptions supplémentaires coûteuses. J'ai systématiquement coupé le cordon ombilical financier, interrompant complètement le flux régulier de ressources qu'il se sentait si profondément en droit de recevoir. Les retombées immédiates n'ont pas tardé à se manifester. Tôt cet après-midi-là, mon téléphone portable a commencé à sonner sans cesse, agressivement, illuminant l'écran avec le nom de contact de papa. J'ai laissé les 3 premiers appels aller directement sur la messagerie, savourant le silence paisible dans mon foyer. Lorsque l'appareil a vibré pour la 4e fois consécutive, j'ai appuyé sur le bouton d'acceptation et mis le téléphone en haut-parleur. Avant même que je puisse parler, la voix de papa a explosé à travers l'audio, grondant avec un niveau d'indignation furieuse. Il se tenait directement au comptoir de sa pharmacie locale, complètement humilié par une transaction refusée. Ma carte a été refusée à la pharmacie. Quel genre de jeu fou es-tu en train de jouer avec mon compte en ce moment? A-t-il exigé bruyamment, ignorant complètement les événements horribles des jours précédents et se concentrant uniquement sur son désagrément financier immédiat. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai gardé mon ton parfaitement égal, stable et absolument glacial. La personne qui protège l'agresseur n'est pas financée par la victime, ai-je déclaré clairement, articulant chaque syllabe. À partir d'aujourd'hui, tu es entièrement responsable de trouver comment payer tes propres factures. Sans attendre sa réponse bégayante ni lui donner une seule seconde pour argumenter, j'ai terminé l'appel. La dure réalité de la situation a envoyé une onde de choc rapide à travers le reste de la famille. La cessation soudaine du filet de sécurité financière de mon père est instantanément devenue l'urgence massive de Nelson. À peine 1 heure après que j'ai raccroché sur papa, Nelson a commencé à faire sonner frénétiquement mon téléphone. Il a rapidement réalisé que le flux interminable d'argent gratuit finançant le style de vie de son père, qui allégeait indirectement ses propres obligations financières, était brusquement coupé. Il a essayé à plusieurs reprises d'appeler mes lignes personnelles et professionnelles, espérant désespérément négocier un compromis pathétique ou utiliser une manipulation émotionnelle. Bon marché pour restaurer d'une manière ou d'une autre le flux d'argent. Cependant, chaque effort frénétique qu'il a fait s'est écrasé directement contre un mur solide et impénétrable. De silence absolu.
J'ai délibérément ouvert les paramètres de mon téléphone. Sélectionné leur profil de contact et bloqué définitivement leurs 2 numéros. Leur retirant entièrement la capacité d'accéder à ma vie pour toujours. 2 semaines après les vacances désastreuses. Les documents officiels de la plainte ont été signifiés par un huissier de justice et les lourdes conséquences légales et financières ont enfin commencé à s'abattre sur les arrogants facilitateurs. Sur la base entièrement des preuves indéniables de la caméra de sécurité que j'avais fournie aux autorités, le service de police local a formellement traité l'accusation d'agression. Compte tenu de son statut de mineur, le tribunal de district a agressivement ordonné à Bryce d'intégrer le programme strict de diversion pour mineurs du comté. La décision légale non négociable l'a forcé à accomplir 200 heures de service communautaire épuisant et à assister à des séances intensives obligatoires de gestion de la colère et de counseling comportemental 2 fois par semaine. Il n'y avait plus de cachette derrière le chéquier de son père ou les louanges mal avisées de son grand-père. Le système judiciaire de l'État le tenait désormais entièrement responsable, le forçant à faire face à la dure réalité de ses actions violentes. Les conséquences sévères se sont rapidement étendues directement à sa vie scolaire. Après avoir examiné le rapport de police officiel et le dossier de preuves étendues que j'avais soumis, l'administration du lycée a pris des mesures disciplinaires immédiates. Le conseil scolaire a officiellement décidé de suspendre Bryce de toutes les compétitions sportives et activités parascolaires pour toute la saison académique en cours. Il a été immédiatement et publiquement exclu de l'équipe de basketball varsity. Cette décision administrative a instantanément dépouillé le statut athlétique prestigieux que lui est son père avait toujours privilégié au-dessus de la décence humaine de base et du respect. Face à ma plainte civile implacable exigeant une compensation complète pour les factures médicales d'urgence massive de Peyton, Nelson s'est retrouvé complètement coincé. Sans mon coussin financier pour soutenir papa, Nelson ne pouvait plus mendier des prêts secrets ou des renflouements auprès de son père, pour éviter que ses comptes bancaires soient gelés ou que ses biens personnels soient officiellement saisis par le tribunal civil pour couvrir les jugements légaux à venir. Nelson a été forcé de faire un sacrifice profondément humiliant. Il a dû mettre en vente son camion pick-up coûteux surélevé sur mesure qu'il adorait. Il passait ses journées à traiter frénétiquement avec des acheteurs offrant des prix bas, essayant désespérément de liquider ses actifs juste pour payer ses avocats de la défense et la montagne imminente de dettes médicales. La dévastation financière a frappé papa tout aussi durement. Sans mon soutien financier mensuel couvrant son assurance santé et ses factures de services publics, sa maigre pension de retraite était largement insuffisante pour maintenir sa vie quotidienne. Il a été brusquement forcé de réduire son style de vie confortable et insouciant, avalant son immense orgueil amer. Papa a dû lister formellement son véhicule récréatif de luxe à vendre en ligne. Ce gros camping-car avait toujours été son symbole ultime de succès et de liberté. Une possession précieuse qu'il aimait montrer à tout le quartier. Maintenant, ce n'était plus qu'une autre victime désespérée de son choix délibéré de protéger un intimidateur violent au lieu de sa petite fille blessée. Le sommet absolu de leur chute s'est produit lors d'une session de médiation civile obligatoire, tenue dans la salle de conférence insonorisée et stérile du cabinet d'avocat de M. Davison. Centre-ville. La vérité indéniable de toute la situation était clairement exposée sur la grande table à travers les documents de litige détaillés, les dossiers médicaux de l'hôpital et les rapports de police officiels. Nelson m'a regardé en face de travers de la table en acajou poli, son visage devenant rouge vif avec une colère désespérée et débridée alors qu'il réalisait qu'il n'avait aucun levier légal. Tu détruis nos vies pour une seule erreur. Tu déchires cette famille, a hurlé Nelson directement dans mon visage, abandonnant complètement toute prétention de décorum professionnel ou de self-control. Je n'ai pas bronché et je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé droit à travers son outrage pathétique et en sueur. Non, ce sont les conséquences de vos propres actions qui détruisent vos vies, ai-je répondu, articulant chaque mot avec une clarté glaciale absolue. Cette famille était brisée le moment où tu as permis à ton fils de blesser un enfant.
Avec cette déclaration finale indéniable, je me suis levé de mon fauteuil en cuir et ramassé mon manteau et suis sorti de la salle de conférence. J'ai laissé Nelson assis dans le silence retentissant de sa propre ruine auto-infligée. 6 mois après cet événement horrible, la maison que ma fille et moi partagions était enfin remplie d'un soleil brillant et d'un sens absolu de sécurité. La lourde anxiété oppressive qui hantait autrefois notre vie quotidienne avait complètement disparu. Peyton avait subi des mois de physiothérapie rigoureuse et avait pleinement récupéré la fonction complète de son articulation d'épaule. Elle s'est joyeusement inscrite à un cours d'art local le week-end, passant ses après-midi à peindre des paysages vibrants au lieu de se cacher dans sa chambre. Plus important encore, les blessures psychologiques guérissaient magnifiquement. Elle ne sursautait plus de terreur ni ne bondissait de son siège chaque fois qu'elle entendait la porte d'entrée s'ouvrir de façon inattendue. La peur constante d'être ciblée avait entièrement disparu de ses yeux, remplacée par la confiance calme et insouciante qu'une fille de 10 ans devrait toujours posséder. Le mois dernier, nous avons décidé de faire un court week-end dans une station de ski locale pour célébrer son autorisation médicale. Alors que nous marchions dans le hall principal bondé, nous sommes tombés de façon inattendue sur papa. Il se tenait près du comptoir des billets à prix réduit, utilisant clairement les services bon marché hors pointe sur lesquels il devait maintenant compter. Depuis la fin de mon soutien financier, ses vêtements semblaient légèrement usés. Et il manquait complètement de la posture arrogante et aisée qu'il portait autrefois lorsque je finançais aveuglément son style de vie confortable. Il nous a repérés immédiatement. Un éclair de reconnaissance désespérée a traversé son visage vieillissant. Il a fait un pas hésitant en avant, tentant d'initier une conversation avec un sourire incroyablement maladroit et forcé. Il était douloureusement évident qu'il essayait de lisser la fracture permanente, espérant désespérément se manipuler pour revenir dans mon portefeuille et restaurer l'aide financière perdue. Il a ouvert la bouche, levant légèrement la main comme s'il s'attendait à une joyeuse réunion de famille. Il a réellement murmuré mon nom, sa voix portant un ton de supplique pathétique que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Je n'ai pas dit un seul mot. Je ne me suis pas arrêté de marcher, ni n'ai rompu mon pas. J'ai simplement resserré solidement ma prise autour de la petite main de Peyton, gardé la tête haute, et passé décisivement devant lui. J'ai regardé directement à travers ses yeux fatigués comme si je glissais devant un parfait étranger, insignifiant dans la foule occupée. Je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité, aucune obligation persistante, et zéro désir de jamais regarder en arrière. Il n'était plus mon père. Il n'était qu'une conséquence de ses propres terribles choix, laissés derrière dans le froid tandis que nous avancions. En regardant le sourire insouciant de ma fille aujourd'hui, je comprends profondément que tout ce cauchemar a laissé derrière lui des valeurs cruciales et vitales. Le sang et la génétique ne définissent pas une vraie famille. Le respect mutuel et la volonté féroce de se protéger les uns les autres forment le seul véritable cœur. Lorsque vous choisissez consciemment de tolérer le mal et d'endurer les abus sous le faux prétexte de maintenir la paix familiale, vous privez activement votre propre enfant de son droit fondamental à la sécurité. Construire une frontière de fer et couper définitivement les individus toxiques n'est jamais un acte de cruauté. C'est la responsabilité ultime et non négociable d'une mère de protéger son enfant vulnérable de ceux qui refusent d'offrir la décence humaine de base. Nous n'avons trouvé notre paix absolue qu'après que j'ai enfin décidé de brûler ce pont toxique jusqu'au sol. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire jusqu'aux tout derniers instants. J'apprécie vraiment le compagnonnage et le soutien continu de chacun tout au long de ce voyage. Que pensez-vous de ma décision absolue de refuser le pardon et de les couper définitivement dans le hall de la station de ski? Veuillez partager vos pensées et perspectives honnêtes dans la section des commentaires ci-dessous.